Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis infirmière dans la clinique d'insuffisance cardiaque à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, je vais passer en revue avec vous comment gérer l'insuffisance cardiaque et pourquoi c'est important. Ce webinaire parle de l'insuffisance cardiaque. Il est pour informer les patients, leurs familles et les personnes clés. Cette session a 3 parties, une avec une diététicienne qui va être Ciara Foisy. L'autre, ça va être la deuxième qui va être complétée avec moi, Caroline. Et la troisième sera complétée avec notre physiothérapeute principale qui s'appelle Tammy Lafrenière. Il y a plusieurs ressources à l'appui de votre apprentissage. Une des ressources est le guide pour les patients, un livret que peut soit visionner en ligne ou bien avoir physiquement. Il y a un outil à code de couleur avec un calendrier de suivi du poids. Et aussi, il y a une infirmière en soins transitoires et aussi la réadaptation cardiaque. Alors, le contenu, ce sont les restrictions de l'appoint en sodium à 2500 mg par jour, restriction de l'apport en liquide, l'importance d'une bonne nutrition, l'insuffisance cardiaque et les facteurs de risque, discussion sur les situations nécessitant des soins médicaux, revue des médicaments importants, discussion sur le processus de rétablissement physique et affectif, insuffisance cardiaque et exercice, ligne directrice concernant l'exercice, conseils pour maintenir un mode de vie actif et aussi la conservation de l'énergie. Bonjour, mon nom est Ciara Foisy. Je suis une diététicienne professionnelle qui travaille à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Pour cette partie de la présentation, nous allons parler de nutrition et d'insuffisance cardiaque. Nous allons mettre l'emphase sur la nutrition et comment la nutrition peut vous aider à gérer l'insuffisance cardiaque. Nous allons apprendre à choisir des aliments qui peuvent vous aider à réduire les symptômes d'insuffisance cardiaque, tels que la rétention d'eau et la difficulté à respirer. Il y a plusieurs éléments qui peuvent vous aider à gérer les symptômes de l'insuffisance cardiaque, tels que réduire votre quantité de sel. Il se peut également que votre médecin vous recommande de réduire vos apports en liquide. La médication peut également vous aider. D'abord, nous allons discuter de sodium et moyens de le diminuer dans votre alimentation. Nous allons apprendre comment lire un tableau de valeurs nutritives et comment choisir des aliments faibles en sodium. En consommant peu de sodium, vous vous sentirez mieux et favorisez le fonctionnement optimal des médicaments que vous prenez contre votre insuffisance cardiaque. Un régime faible en sel vous éviterait peut-être aussi un séjour à l'hôpital. Le sel est un minéral constitué de sodium et de chlorure. Nous allons nous intéresser ici au sodium. Le sodium agit comme une éponge dans le corps et attire le liquide. Ainsi, le sodium favorise la rétention d'eau, ce qui oblige votre cœur à travailler plus fort. Si votre alimentation est élevée en sodium et que vous souffrez d'insuffisance cardiaque, il se peut que vous accumuliez de liquide dans votre corps. Cette rétention d'eau peut vous causer une enflure au niveau des chevilles, des jambes inférieures et de l'abdomen. L'excédent de liquide autour de ou à l'intérieur des poumons peut entraîner essoufflement à l'effort et certains patients éprouvent de la difficulté à respirer en position allongée. Votre objectif est d'essayer de limiter votre apport en sodium à environ 2500 mg par jour. Idéalement, vous voulez répartir cette quantité de manière égale dans votre journée et, si possible, essayer de viser pour environ 600 mg par repas. Cela aide à répartir votre sodium dans la journée en évitant le soif excessif et la rétention d'eau. Le saviez-vous? Une cuillerée à thé de sel contient environ 2300 mg de sodium et ce, peu importe la sorte de sel. Alors, que ce soit le sel de table ou le sel de mer,
Cela équivaut à plus de 90 de sodium que vous devrez consommer par jour, qui est de 2500 mg par jour. La fraîcheur avant tout. C'est une des recommandations les plus importantes, puisque les 2/3 du sel consommé au Canada sont camouflés dans les aliments transformés. Par exemple, les repas congelés, les soupes en conserve, les viandes fumées. Les aliments frais contiennent généralement moins de sodium. Il est donc recommandé de consommer les aliments frais et préparés à la maison le plus souvent possible. Par exemple, essayez d'acheter et cuisiner des fruits avec des fruits et légumes frais ou congelés. Pour savoir combien de sodium est contenu dans un aliment que vous mangiez, il est important de lire les étiquettes nutritionnelles. La teneur en sodium est toujours indiquée sur l'emballage dans le tableau de valeur nutritive. Les fabricants de produits alimentaires changent les ingrédients alimentaires assez fréquemment. Prenez l'habitude de lire le tableau de valeur nutritive de façon régulière, même si vous aviez tendance à acheter le même produit. Pour lire le tableau de valeur nutritive et savoir combien de sodium est contenu dans l'aliment que vous achetez, on recommande de suivre les étapes suivantes. Premièrement, vous voulez toujours vérifier la portion de référence qui est indiquée en haut du tableau. Vous voulez toujours comparer cette portion de référence indiquée sur l'emballage avec la quantité que vous mangez. L'étiquette indique que la quantité de sodium par portion de nourriture, pas celle de tout l'emballage. Il se peut que la portion que vous consommez soit différente de la portion de référence indiquée sur le tableau. En deuxième étape, vous voulez vérifier la quantité de sodium contenue par portion de référence. Pour la plupart des aliments, une faible teneur en sodium équivaut à 250 mg ou moins par portion ou 10 ou moins de la valeur quotidienne recommandée. N'oubliez pas que la quantité maximale de sodium que vous voulez consommer par jour est de 2500 mg et que, idéalement, vous voulez viser à consommer environ 600 mg par repas. Nous allons maintenant parler de produits céréaliers. Les aliments préparés, tels que les muffins, la pâtisserie préparée, le gaufre congelé, le mélange à gâteau tout fait, contiennent généralement plus de sodium que les aliments faits maison. Essayez également de faire cuire vos pâtes, riz, l'orge, couscous, les grains céréaliers, sans rajouter de sel à l'eau de cuisson. Si on regarde les céréales à déjeuner, essayez de choisir des céréales à déjeuner naturelles, sans sel, tels que les flocons d'avoine, la crème de blé et les céréales de blé filamentées, tels que shredded wheat. Rappelez-vous toujours de lire le tableau de valeur nutritive et de choisir des aliments plus faibles en sodium. Vous pouvez ainsi comparer différentes sortes de pain que se trouvent à l'épicerie et essayer de choisir ce qui contient le moins de sodium par tranche. Maintenant, nous allons regarder les fruits et légumes. En termes de fruits, vous pouvez choisir des fruits frais, congelés ou en conserve. Les légumes frais ou congelés contiennent peu de sodium, ainsi que les légumes en conserve avec la mention sel sans ajouter, ainsi que le jus de légumes ou tomates faibles en sodium. Vous voulez essayer d'éviter les légumes en conserve réguliers, les jus de légumes et les jus de tomates réguliers, ainsi que les légumes samuris, les légumes marinés comme les cornichons et les olives. Encore une fois, rappelez-vous de toujours lire le tableau de valeur nutritive et de choisir les aliments les plus faibles en sodium. Nous allons maintenant parler de produits laitiers. En commençant avec le lait, vous voulez choisir de préférence le lait à 1 ou 2 %. Il n'est pas nécessaire de choisir du lait écrémé. Les boissons de soya sont également un bon choix puisqu'ils sont comparables à la valeur nutritive du lait à 1 ou 2 %. Tous ces aliments contiennent du sodium naturel, donc nous vous recommandons de limiter à environ 2 tasses par jour. En général, les fromages sont plus élevés en sodium. Si vous voulez manger du fromage,
Choisir de préférence du fromage faible à sodium jusqu'à 3 onces par semaine. Par exemple, fromage à terre dure. Les fromages que vous voulez éviter sont le fromage à tartiner et les tranches de fromage fondu. Encore une fois, nous vous recommandons de lire le tableau de valeur nutritive et choisir des aliments plus faibles en sodium. Passons maintenant aux protéines. Vous voulez idéalement choisir le plus possible de la viande, du poisson ou de la volaille fraîche. Les protéines à base végétaux, telles que le tofu, les légumineuses, sont également de bons choix. Vous pouvez consommer sans problème les légumineuses sèches, comme les haricots secs, la fève, les lentilles, les pois chiches. Les légumineuses en conserve, sans sel ajouté, sont également un bon choix. Si vous voulez manger du thon ou saumon à conserve, vous voulez rincer la conserve avec de l'eau ou choisir les variétés faibles en sodium. Vous pouvez également consommer des œufs ainsi que des noix non salées et du beurre de noix, dont du beurre d'arachide non salé. Vous voulez éviter de consommer la viande, du volaille ou du poisson fumé, saumuré ou en conserve. Par exemple, le bacon, les saucisses, le jambon, les sardines, les anchois. Vous voulez également éviter la charcuterie comme le bologne ou le salami, ainsi que la noix salée. Encore une fois, nous vous recommandons de toujours lire le tableau de valeur nutritive et de choisir les aliments plus faibles en sodium. Nous vous recommandons d'éliminer complètement la salière à la cuisson et à la table. Pour rehausser la saveur, sans ajouter de sel, nous vous recommandons d'expérimenter avec les aliments suivants: les herbes, les épices, l'ail frais, le citron, le poivre ou les oignons frais ou sèches, qui ne contiennent pas de sodium. Les mélanges d'épices commerciaux, comme Mrs. Dash, ne contiennent pas de sodium. Le vinaigre peut aussi rehausser la saveur des aliments sans rajouter du sodium. Au lieu d'utiliser les assaisonnements de commerce préparés, on peut utiliser la poudre d'assaisonnement, comme le poudre d'oignon, au lieu du sel d'oignon. Faire attention aux condiments qui sont plus élevés en sodium, dont la sauce au barbecue, la relish, la sauce soya, ainsi que la vinaigrette du commerce. Maintenant, pour les liquides. Votre médecin ou infirmière vous informeront sur la quantité maximale de liquide que vous devriez consommer dans une journée. Votre médecin ou infirmière pourrait recommander une restriction de fluide, car rappelez-vous que l'insuffisance cardiaque peut entraîner une accumulation de liquide dans certaines parties du corps. Cette rétention d'eau peut causer une enflure au niveau des chevilles, des jambes inférieures et de l'abdomen. L'excédent de liquide autour de l'intérieur des poumons peut entraîner un essoufflement à l'effort. Si votre médecin ou infirmière vous informe de réduire la quantité de liquide, vous devriez tenir compte de tous les aliments qui se présentent à l'état liquide, à la température ambiante ou corporelle lorsque vous calculez vos besoins de consommation quotidienne de liquide. Vous deviez tenir compte des aliments suivants: de l'eau, lait, jus, boissons gazeuses, alcool, soupe, glaçons, jello et la crème glacée, car la crème glacée fond dans votre bouche. Voici des trucs pour réduire votre consommation de liquide si votre médecin vous recommande de suivre une restriction en liquide. Vous pouvez égoutter l'excès de liquide des fruits en conserve, utiliser de plus petites verres et, si possible, avaler vos comprimés avec vos repas ou des aliments mous comme du yogourt ou la compote de pommes. Consommez les liquides lentement par petites gorgées. Il se peut que vous sentiez soif ou que votre bouche est sèche. Cela ne signifie pas que vous êtes en train de vous déshydrater. C'est un effet secondaire de votre traitement pour l'insuffisance cardiaque. Si vous aviez soif, voici quelques trucs qui peuvent vous aider. Sucez des tranches de citron ou de raisin congelés. Brossez vos dents fréquemment. Rincez-vous la bouche avec du rince-bouche réfrigéré. Sucez des bonbons durs ou mâchez de la gomme. Essayez les variétés sans sucre.
Nous vous recommandons également de mesurer le liquide que vous ingérez pendant une période de 24 heures de façon régulière jusqu'à ce que vous ayez pris l'habitude de prendre moins de liquide. Versez dans un pichet une quantité d'eau équivalente à la quantité de liquide à laquelle vous avez droit pour la journée. Chaque fois que vous prenez du liquide, prenez la quantité équivalente d'eau du pot. La quantité d'eau qui reste dans le pot représente la quantité de liquide à laquelle vous avez droit jusqu'à la fin de la journée. Lorsqu'on est malade, on a parfois peu d'appétit. Vous pouvez perdre de la masse musculaire rapidement sans même essayer. Si vous pensez que c'est votre cas, parlez à votre médecin. Nos recommandations, si vous avez peu d'appétit, sont les suivantes. Mangez de plus petites quantités de nourriture plus souvent. Essayez de manger tous les 2 à 3 heures. Mangez davantage lorsque vous avez un bon appétit. Faites en sorte que chaque bouchée compte. Mangez la moitié de votre assiette, c'est mieux que rien. Idée de collation santé, craquelin de grains entiers et beurre d'arachide ou hummus, un fruit et du fromage, du granola et du yogourt grec nature, un œuf ou un sandwich à la salade de poulet ou de thon. Buvez du lait, un lait frappé, des breuvages à base de yogourt ou prenez des suppléments nutritifs comme l'ensure, plutôt que des liquides faibles en apport énergétique comme de l'eau, le bouillon ou le thé ou café. Prenez des mets faciles à préparer et des collations rapides pour les fois où vous n'avez pas envie de cuisiner, tels que la barre de granola, noix, yogourt grec, pudding, fromage et craquelin. Ajoutez des gras et des huiles à chaque repas. Ajoutez une cuillerée d'huile d'olive ou de canola sur vos salades, vos légumes, vos pâtes ou votre riz. Étendez de la margarine ou du beurre sur votre pain, sur vos légumes ou sur vos plats. Patates. Vous améliorez l'apport énergétique de votre repas ainsi. Évitez les aliments étiquetés comme étant faibles en gras, légers ou sans gras. Essayez d'ajouter du lait en poudre ou de la poudre de protéines dans vos repas, comme dans vos soupes, dans vos céréales, pudding ou œufs pour consommer plus de protéines. C'est la fin de cette partie de la présentation au sujet de la nutrition et d'insuffisance cardiaque. Pour plus d'informations sur la nutrition et l'insuffisance cardiaque, référez-vous à la section de nutrition de votre livre sur l'insuffisance cardiaque. Bonne chance! Alors, je m'appelle Carline, c'est ça, je suis déjà présentée. Alors, maintenant, nous allons parler de l'insuffisance cardiaque et l'autogestion des soins. Alors, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Alors, nous allons d'abord parler de cela. C'est que le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe et son travail principal est de pomper le sang dans tout votre corps. Alors, ça devient un problème quand le cœur n'est plus assez fort pour fournir au corps tout le sang et l'oxygène dont il a besoin. Cela se produit parce que votre cœur a été endommagé ou affaibli. Lorsque cela se produit, votre cœur travaille plus fort que la normale et moins efficacement. Cet effort accru peut causer des changements physiques dans le cœur ou au fil du temps. Ces changements peuvent inclure l'élargissement du cœur et l'épaississement des parois du ventricule. L'insuffisance cardiaque ne signifie pas que votre cœur cessera soudainement de fonctionner. Cela signifie que votre cœur doit travailler trop dur pour garder le sang qui coule vers le reste de votre corps. Nous mesurons l'insuffisance cardiaque avec une mesure qui s'appelle la fraction d'éjection. Cette mesure a certains paramètres. Alors, il y a des chiffres que le médecin va vous donner. Alors, l'insuffisance cardiaque avec la fraction d'éjection préservée, c'est une fraction d'éjection où le ventricule gauche est de 50% ou plus. L'insuffisance cardiaque avec la fraction d'éjection moyenne, c'est la même ventricule qui est entre 41 à 49%. Ensuite, il y a l'insuffisance cardiaque de fraction d'éjection réduite. Ce chiffre-là est de 40% ou moins.
Et le dernier, c'est l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection rétablie. Alors, c'est quand le montant s'améliore et peut atteindre plus de 40%. Alors aussi, il y a certaines façons de catégoriser cette insuffisance. Alors, on appelle ça, les autres noms, c'est HFpEF ou HFpEF. Alors, ça, c'est aussi quand c'est préservé. Alors, ensuite, on a HFmEF. Alors, ça, c'est quand c'est au milieu de la gamme, entre 41 et 49%. Et il y a aussi HFrEF. Cela veut dire que c'est à 40% ou moins, c'est réduit. Et aussi, il y a HFrEF. Alors, c'est où ça a déjà été plus bas, mais ça a remonté et c'est maintenant plus haut que 40%. Alors, certaines causes et facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque sont une crise cardiaque, l'hypertension artérielle, un taux élevé de glucose dans le sang, des caillots de sang ou plaques dans les artères coronariennes, un abus d'alcool ou d'autres substances, chimiothérapie ou radiothérapie, cardiothérapie valvulaire ou arythmie. Alors aussi, il y a des rythmes cardiaques anormaux qui peuvent tous contribuer. Les symptômes courants de l'insuffisance cardiaque, il y en a plusieurs. Alors, ceux qui sont plus importants et sont à surveiller, ceux-ci incluent des sentiments ou de la fatigue et de la faiblesse, l'essoufflement qui peut se produire même pendant une activité légère ou la nuit pendant votre sommeil, la difficulté à respirer en s'allongeant à plat, le gain de poids de la rétention d'eau et l'enflure dans les jambes, les chevilles ou la région de l'estomac. Il est important de souligner que la rétention d'eau est la raison la plus courante d'une visite à la salle d'urgence pour une personne souffrant d'insuffisance cardiaque. Souvent, ce liquide ou cette congestion est due à la consommation d'aliments riches en sel ou en sodium. Cet outil vous a été fourni pendant que vous étiez à l'hôpital et il est utilisé pour vous permettre de surveiller vos symptômes à la maison, de surveiller votre poids quotidien, de vous alerter quand vous vous assurez de contacter votre médecin de famille ou votre cardiologue et quand demander des soins médicaux urgents. Comme mentionné précédemment, vous pouvez également obtenir cet outil sur notre site web. Maintenant que vous êtes à la maison, vous devriez être dans la zone verte. Cela signifie que vous n'avez aucun gain de poids, pas d'enflure, pas d'essoufflement, pas de douleur thoracique, activité normale. Cela signifiera que vos symptômes sont sous contrôle. Vous continuerez à prendre vos médicaments tels que prescrits, continuerez à vous peser tous les jours et continuerez aussi à suivre un régime pauvre en sel et une restriction liquide et garder vos rendez-vous réguliers chez le médecin. Si vous commencez à présenter des symptômes dans la zone jaune, cela signifiera que vous devrez communiquer avec votre médecin de famille ou votre cardiologue dès que possible, car vos médicaments devront peut-être être ajustés. Si le bureau est fermé, vous pouvez appeler le coordonnateur des soins infirmiers au 603-696-7000, composez le 0 et demandez à parler à un coordonnateur de soins infirmiers. Il y a une infirmière disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui peut répondre à toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir. Ce n'est tout simplement pas une ligne d'urgence. Alors, quelqu'un vous rappellera. Ce serait si vous rencontrez gain de poids de plus de 2 livres en une journée ou 5 livres en une semaine, augmentation de la toux, essoufflement accru, marcher la nuit à court de souffle ou les oreillers supplémentaires pour aider de dormir, une augmentation de l'enflure
dans les mains, les pieds ou l'estomac, tout ce qui est inhabituel et qui vous dérange. La zone rouge est le moment où vous devez automatiquement vous rendre au service des urgences. Ce serait si vous vivez essoufflement sans relâche, essoufflement au repos, respiration sifflante ou oppression thoracique au repos. Vous devez vous asseoir sur une chaise pour dormir ou vous vous sentez confus ou désorienté. Alors, n'hésitez pas, composez le 911 ou ne pas vous conduire vous-même, mais aller à l'urgence. Vous trouvez des renseignements sur les médicaments dans le guide des patients sur l'insuffisance cardiaque. Alors, nous allons passer sur une liste de médicaments courants et vous donner des informations de leurs effets secondaires. Ils peuvent être trouvés dans le guide du patient et il est important que vous êtes vraiment aux prises avec l'un des effets secondaires, que vous contactez vos cardiologues et votre médecin de famille. La première catégorie des médicaments est la catégorie qui s'appelle les ECA, enzymes de conversion de l'angiotensine. Les exemples sont le perindopril, ramipril, les autres noms, Coversil et Altis. Alors, en raison de prendre ces médicaments, c'est qu'ils dilatent, élargissent les vaisseaux sanguins pour faire baisser la tension artérielle. Ils améliorent la fonction cardiaque et atténuent les symptômes. Ils réduisent le risque d'hospitalisation et de crise cardiaque. Les effets secondaires sont que vous pouvez subir une toux, des étourdissements, sensations de vertige et une augmentation du taux de potassium sanguin. Un autre effet secondaire rare est l'angioédème, une enflure des lèvres, du visage et de la gorge. Obtenez des soins d'urgence immédiatement et composez le 911. L'autre catégorie sont les ARA, ou antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2. Les exemples sont candesartan et valsartan. Et les raisons pour les prendre, c'est que certaines personnes ne tolèrent pas les ECA en raison des effets secondaires comme la toux ou une enflure intense. Ces patients peuvent prendre le ARA à la place. Ils dilatent aussi les vaisseaux sanguins pour faire baisser la tension, améliorent la fonction cardiaque et atténuent les symptômes et réduisent le risque d'hospitalisation et de crise cardiaque. Les effets secondaires sont aussi des étourdissements, sensations de vertige et une augmentation du taux de potassium sanguin et des maux de tête. L'antagonisme de la néprilycine et des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA, comme le médicament qui s'appelle Entresto, est une combinaison sacubitril/valsartan. Les raisons de prendre ce médicament, il dilate aussi les vaisseaux sanguins, aide le corps à éliminer le sel et l'eau, augmente l'espérance de vie et réduise les risques d'hospitalisation. C'est un médicament de rechange aux inhibiteurs de l'ECA et au ARA. Ils améliorent la fonction cardiaque et atténuent les symptômes. Comme effet secondaire, ils peuvent causer des étourdissements, sensations de vertige, toux sèche et augmentation de taux de potassium sanguin. Un autre effet secondaire rare est l'angioédème, enflure des lèvres, du visage et de la gorge. Obtenez des soins d'urgence et composez le 911. Les bêta-bloquants est une autre catégorie de médicaments qui comprennent le métoprolol, le bisoprolol, le carbidiolol. Ces médicaments doivent être pris pour atténuer les symptômes, augmentation de l'espérance de vie, abaissent la tension artérielle et ralentissent la fréquence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque, c'est un autre mot pour pouls. Ils réduisent le risque d'hospitalisation. Les effets secondaires sont la fatigue, la lassitude, l'étourdissement, sensation de vertige et respiration sifflante. Une autre catégorie s'appelle les antagonistes du minéralocorticoïde,
le spironolactone et plénérone sont des médicaments qui atténuent les symptômes et augmentent l'espérance de vie et réduisent le risque d'hospitalisation. Comme effet secondaire, ils peuvent augmenter le taux de potassium sanguin et croissance ou sensibilité mammaire, spironolactone surtout, seulement. L'inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2, SGLT2, comme exemple, nous avons empagliflozine, canagliflozine et le dapagliflozine. Ces médicaments aident les reins à éliminer plus de sucre par l'urine avec les liquides, réduisent la glycémie et abaissent la tension artérielle. Ils atténuent la diurèse chez les personnes qui font de l'insuffisance cardiaque. Alors, comme effet secondaire, les infections de voies urinaires et infections à la levure, hypotension artérielle et acidocétose diabétique euglycémique, il faut pratiquer des péri-soins souvent et garder le tout sec pendant la journée. Parfois, les pharmaciens disent que ce médicament sont pour les diabétiques, mais ils ont un usage cardiaque aussi. Le diurétique, comme la pilule, contre la rétention d'eau. Les exemples sont le furosémide, Lasix. Raison de prendre, c'est pour éliminer l'excès de liquide dans l'organisme en augmentant la production d'urine. Ils réduisent l'enflure des jambes, des chevilles et de l'abdomen. Facilitent la respiration. Les effets secondaires sont des étourdissements, sensations de vertige, réduction du taux de potassium sanguin, soif et bouche sèche. La goutte, c'est comme la goutte dans vos pieds. Autres diurétiques parfois utilisés sont le méthalazone, inapramide, hydrochlorothiazide et acide étacrinique. Les bradycardisants. Par exemple, nous avons le ivabradine. Raison de prendre ce médicament, ça ralentit la fréquence cardiaque, le pouls, ça augmente l'espérance de vie et ils réduisent le risque d'hospitalisation. Les effets secondaires, ce sont des troubles visuels, vision légèrement embrouillée, étourdissement, maux de tête et hypertension artérielle. Alors, pour pouvoir prendre ce médicament, il va falloir faire un ECG pour s'assurer que la personne a un rythme sinus. En cas de maladie, si vous êtes malade, ou si vous vomissez, ou vous avez de la diarrhée, ou si vous avez de la fièvre, vous pourriez vous déshydrater. La déshydratation peut exercer du stress sur les reins en plus d'entraîner beaucoup d'autres effets secondaires. Pour prévenir la déshydratation et d'autres effets secondaires, les patients devraient discuter avec leur médecin de famille ou leur cardiologue de la possibilité d'interrompre la prise de certains médicaments jusqu'à ce qu'ils recommencent à manger et à boire normalement. L'inhibiteur de ECA, diurétique, inhibiteur direct de la rénine, antagoniste de récepteur de l'angiotensine, inhibiteur du SGLT2 ou non se terminant par flozine, vous devez recommencer à prendre vos médicaments dès que vous n'êtes plus malade. À votre sortie de l'hôpital, apportez tous les médicaments que vous prenez ainsi que votre nouvelle ordonnance à la pharmacie pour qu'on vous aide à organiser la prise des médicaments. Demandez au pharmacien de vérifier tous vos médicaments en vente libre avant de les prendre. Il est important de renouveler vos médicaments avant d'en manquer. S'il ne vous en reste pas beaucoup, communiquez avec votre médecin. Si vous fréquentez la clinique de fonction cardiaque, assurez-vous de dire au personnel lors de votre rendez-vous de suivi que vous devez faire renouveler des ordonnances. Prenez vos médicaments tous les jours
et ne cessez pas de les prendre à moins que votre médecin vous dise de le faire. Ces médicaments peuvent améliorer votre fonction cardiaque et atténuer les symptômes. C'est très important de les prendre. C'est très important aussi si votre médecin de famille ou un autre médecin dans votre équipe de soins décide de vous donner d'autres médicaments. Souvent, il faut vérifier avec votre cardiologue ou avec les infirmières de la fonction cardiaque pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction avec ces médicaments. Alors, toujours en aviser l'équipe. Saviez-vous que les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque ne devraient pas prendre d'anti-inflammatoires comme ibuprofène, Advil ou Aleve, à moins de se faire sous la surveillance d'un médecin? Alors, l'aspirine et le Tylenol sont permis. Les anti-inflammatoires peuvent causer une rétention d'eau et des symptômes d'insuffisance cardiaque. Votre médecin pourrait au besoin devoir vous surveiller et ajuster ces médicaments si vous en prenez. Si vous ne prenez pas certains des médicaments mentionnés, comme l'Entresto, l'ivabradine ou les inhibiteurs du SGLT2, discutez avec votre cardiologue ou votre médecin de famille pour savoir si vous auriez intérêt à les prendre. Sentiments courants à l'égard de l'insuffisance cardiaque. Beaucoup de personnes se sentent déprimées ou anxieuses après avoir reçu un diagnostic de maladie chronique comme l'insuffisance cardiaque. À mesure que vous apprendrez à connaître la maladie, vous vous rendez compte qu'il est possible de gérer la situation et de maintenir une bonne qualité de vie. Toutefois, si les symptômes de dépression ou d'anxiété s'installent et interfèrent avec vos activités quotidiennes ou relations sociales, il est important de demander de l'aide. Consultez votre médecin si c'est votre cas. Nous vous encourageons aussi à profiter des programmes de réadaptation cardiaque que nous offrons. Counseling individuel avec un travailleur social ou une psychologue clinicien, un programme de gestion du stress, guérir les cœurs ensemble, couple, groupe pour les patients qui éprouvent de l'anxiété, consultations liées au travail. Toutes les ressources sont couvertes par l'Assurance Santé de l'Ontario. Groupe de soutien sur l'insuffisance cardiaque. Alors, nous avons un groupe de soutien sur l'insuffisance cardiaque. Vous pouvez en savoir plus, compris les dates, les heures et la façon de s'inscrire, sur le site web www.ottawa-art.ca/FR/calendrier. Alors, il y a aussi un courriel. Vous pouvez envoyer vos questions. Vous avez aussi accès à MyChart. MyChart est un système en ligne sécurisé qui vous permet d'accéder vos renseignements personnels sur la santé. Il faut s'inscrire. Les renseignements sont aussi au site web. Alors, vous vous inscrivez et vous recevez un code de passe et vous pouvez y accéder. Alors, inscrivez-vous sur MyChart. Un des éléments clés de la gestion de la fonction de l'insuffisance cardiaque, c'est votre participation. Pesez-vous tous les jours. Suivez un régime faible en sel. Surveillez votre apport en liquide. Buvez-en juste assez. Allez à vos rendez-vous de suivi. Appelez votre médecin si vous avez des symptômes de rétention d'eau, zone jaune. Faites de l'exercice. Prenez vos médicaments tels qu'ils ont été prescrits. Assurez-vous de faire les analyses sanguines selon les directives fournies. Beaucoup de médicaments peuvent avoir un effet sur la fonction rénale et les électrolytes. Il est donc important que votre médecin surveille ces résultats. Alors, on continue encore, c'est très important. Informez votre équipe de traitement si vous êtes suivi par HFC
la clinique de fonction d'insuffisance cardiaque, une infirmière peut venir vous voir avant votre congé pour vous fournir une demande de sang et un rendez-vous de suivi. Enfin, nous voulions juste souligner que nous avons une nouvelle ressource pour les patients qui est disponible sur les objectifs des soins. Il est important que vous discutiez de vos souhaits avec vos proches et votre équipe de soins de santé pour vous assurer de recevoir un traitement conforme à vos souhaits. Cette ressource peut être consultée sur notre site web ou vous pouvez en demander une copie à votre infirmière pendant que vous êtes à l'hôpital. Bonjour, mon nom est Tammy et je suis physiothérapeute principale à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, je vais passer en revue avec vous comment faire de l'exercice avec de l'insuffisance cardiaque et pourquoi c'est si important. Vous pouvez vous référer aux pages 10 à 12 de votre guide sur l'insuffisance cardiaque. Vous n'aurez pas besoin de prendre de notes car toute l'information importante y est déjà. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur n'est plus aussi efficace. Nous voulons donc que votre corps devienne un petit peu plus fort pour compenser pour votre cœur. Lorsque vous souffrez d'insuffisance cardiaque, cela diminue la capacité de votre cœur à fournir adéquatement le sang riche en oxygène à vos muscles et tissus. L'insuffisance cardiaque peut également modifier les types de fibres musculaires de votre corps. La bonne nouvelle est que l'exercice permet au corps de devenir plus efficace dans l'utilisation de l'oxygène. Alors, un muscle qui est exercé régulièrement utilise moins d'oxygène pour faire le travail qu'un muscle qui n'est pas exercé. Je vais souligner certains des principaux avantages de l'exercice et je veux également que vous réfléchissiez à vos propres raisons personnelles, car elles seront votre motivation à faire de l'exercice à long terme. L'exercice vous aide à vous sentir mieux, à avoir de l'énergie nécessaire pour vous adonner à vos activités préférées, à effectuer vos activités quotidiennes plus facilement, à réduire votre niveau de stress et d'anxiété, à mieux dormir, à avoir confiance en vous et à prendre votre situation en charge. Vous comprendrez sûrement plus pourquoi l'exercice est si important pour vous. Maintenant, la capacité à faire de l'exercice est souvent différente d'une personne à l'autre. Donc, vous comprendrez que les informations suivantes sont des lignes directrices et je vous encourage à faire de votre mieux pour les suivre. L'exercice n'a pas besoin d'être intense pour être utile. La marche est l'un des meilleurs exercices pour améliorer votre santé. Vous devriez commencer lentement, commencer par une courte période et un rythme de pas lent. Vous devriez augmenter progressivement la durée de votre marche avant d'augmenter l'intensité. Parlons maintenant de l'exercice aérobique. Donc, les activités aérobiques mettent le cœur, les poumons et les muscles au défi afin d'améliorer leur fonctionnement. Un peu plus d'exercice vaut mieux que pas du tout. Et plus d'exercice vaut mieux que juste un peu. Idéalement, l'exercice aérobique devrait être fait presque à tous les jours. 3 à 5 fois par semaine, idéalement. L'objectif, si possible, est d'atteindre de 20 à 30 minutes par jour. En termes d'intensité, la plupart des participants devraient viser une intensité légère à modérée. Si vous débutez l'exercice, vous devriez viser beaucoup moins que ça. Si le temps, l'endurance ou vous avez des problèmes articulaires ou musculaires qui vous limitent, je vous suggère également que vous pouvez accumuler 20 minutes en plusieurs séances tout au long de la journée. Le plus important est de trouver un exercice que vous pouvez faire régulièrement, puis d'augmenter la durée avant l'intensité. Comme je viens de le mentionner, la marche est un choix excellent pour plusieurs personnes. Aucun équipement n'est nécessaire.
Aucune compétence particulière n'est requise et vous êtes à faible risque de blessure. Il existe aussi d'autres formes d'exercices aérobiques, comme des vélos d'exercice aérobique, des équipements cardio, comme un tapis roulant ou un vélo stationnaire. Si vous débutez avec l'exercice, voici un exemple de ce que vous pouvez faire pour commencer. Un programme de marche. Votre objectif est de travailler progressivement pour vous rendre à 20 à 30 minutes par jour de marche, selon votre tolérance, bien entendu. N'oubliez pas de commencer et de terminer vos séances par une marche plus lente pour vous réchauffer et aussi pour récupérer. Nous vous recommandons ces périodes d'échauffement de 5 à 10 minutes pour commencer et la même chose pour la période de récupération après l'exercice aérobique. Pour ce programme de marche présenté, veuillez commencer avec 5 minutes de marche et augmenter progressivement jusqu'à 10 minutes au cours des 2 premières semaines d'exercice. Au cours des 2 prochaines semaines suivantes, vous devrez progressivement passer de 10 minutes à 15 minutes. Par la suite, 2 prochaines semaines, vous pouvez progressivement travailler jusqu'à 20 minutes. D'ici 7 à 8 semaines, notre espoir est que vous puissiez marcher de 20 à 30 minutes de façon confortable. Et ça peut même être fait 2 fois par jour. Si vous êtes incapable de marcher 5 minutes sans vous arrêter, alors vous allez bénéficier d'un entraînement par intervalle. Par exemple, vous pouvez marcher 2 à 5 minutes, puis vous reposer 2 à 5 minutes. Vous devez ensuite répéter ce cycle de marche 2 à 5 minutes et de repos 2 à 5 minutes, autant de fois que vous le pouvez. En augmentant progressivement le nombre d'intervalles et en diminuant la quantité de repos nécessaire entre les intervalles jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif de 20 à 30 minutes de marche au total. Faire de l'exercice au bon niveau signifie que vous faites de l'exercice à un niveau où vous tirez le plus de bénéfices tout en restant en sécurité. Écoutez votre corps. Il existe plusieurs façons de déterminer si l'intensité de votre activité est adéquate. Vous pouvez essayer le test de parler tout en marchant, qui consiste à pouvoir avoir une conversation légère tout en faisant de l'exercice. Si vous êtes essoufflé, alors vous travaillez probablement trop fort. Soyez également conscient de votre environnement. Lorsque vous montez une colline, cela change l'intensité. Donc, vous devez ralentir. Dans votre outil de zone de prise en charge de santé cardiaque, nous vous demandons de ne pas faire d'exercice dans votre zone rouge et de faire attention dans votre zone jaune. Voici quelques conseils utiles concernant l'exercice. Marchez sur un terrain plat et évitez les côtes. Si vous devez monter une colline, marchez plus lentement et arrêtez-vous et reposez-vous à mi-chemin. Il est aussi préférable d'attendre jusqu'à 1 heure après un repas pour vous laisser le temps de digérer. Évitez de faire de l'exercice à des températures extrêmes. Évitez de sortir en hiver lorsqu'il fait très froid et venteux et en été quand il fait chaud et humide. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un vélo stationnaire. Bien entendu, nous recommandons de ne pas mettre aucune intensité sur la roue afin que ce soit facile à pédaler. Vous pouvez utiliser un tapis roulant, mais assurez-vous de ne pas mettre d'inclinaison. Vous pouvez également envisager de marcher dans le couloir de votre maison ou dans un centre commercial. Si vous vous sentez assez bien, vous pouvez même faire de l'exercice 2 fois par jour. N'oubliez pas d'augmenter progressivement la durée avant le niveau d'intensité de l'exercice. Évitez les exercices qui vous obligent à soulever des poids au-dessus du niveau de votre cœur. Nous ne recommandons pas plus de 5 livres. Évitez aussi les exercices où vous devez retenir votre souffle. Choisissez un type d'exercice
que vous aimez. Vous pouvez commencer par notre programme de marche, puis vous pouvez trouver un autre type d'activité que vous aimeriez encore plus. Invitez un ami à vous joindre pour une promenade. Intégrez l'exercice à votre horaire quotidien. Tenez un journal pour suivre vos progrès et cela est un excellent outil de motivation. Je tiens également à souligner qu'au-delà des exercices structurés, je vous encourage à éviter une position assise prolongée. Bougez au moins 2 minutes toutes les 30 minutes. Un peu d'exercice, c'est mieux que rien. Participez à un programme de réadaptation cardiaque. Nous vous encourageons vivement à participer à un programme de réadaptation cardiaque s'il s'agit de votre première admission à l'hôpital pour l'insuffisance cardiaque. De nombreuses options s'offrent à vous avec notre équipe de réadaptation cardiaque ambulatoire. Actuellement, nous offrons des suivis téléphoniques, virtuels et en personne. Notre personnel pourra vous aider dans votre établissement et atteindre de nouveaux niveaux de forme physique et de santé. La réadaptation cardiaque ne se limite pas seulement à l'activité physique. En plus des physiothérapeutes, notre équipe consiste de médecins, d'infirmières, d'une diététicienne, d'une travailleuse sociale, d'une ergothérapeute et de psychologues. Si vous ne vous sentez pas bien une journée, réduisez le temps d'activité. Vous devriez être de retour à votre état d'avant la marche ou de repos dans les 10 minutes suivant la fin de votre exercice. Sinon, la prochaine fois que vous faites l'exercice, réduisez la durée ou l'intensité. Écoutez toujours ce que votre corps vous dit. Vous êtes peut-être en train d'en faire un peu trop et trop tôt. Donc, vous voudriez ralentir ou donner à votre corps un peu plus de temps pour s'adapter. Certains symptômes sont signes avant-coureurs que vous en faites trop. Par exemple, être incapable de faire de l'exercice et de parler en même temps. Avoir une fatigue prolongée de 30 à 60 minutes après l'effort. Des douleurs musculaires et articulaires continues. Des étourdissements, de la nausée et se sentir faible. Il est très important que vous arrêtiez de faire de l'exercice si vous êtes excessivement essoufflé, si vous vous sentez faible et fatigué, si vous avez des douleurs ou pressions à la poitrine, des palpitations, des nausées ou la transpiration abondante. Habituellement, en prenant une pause, les symptômes devraient s'atténuer. Si ces symptômes persistent, même après plusieurs minutes de repos, vous devez appeler le 911. La dernière chose que je veux aborder avec vous aujourd'hui, ce sont des techniques de conservation de l'énergie. Nous les appelons les 4 P. Le premier P est pour prioriser. Priorisez votre journée en choisissant quelle activité quotidienne est le plus important à faire ce jour-là. Considérez que certaines de vos tâches peuvent être déléguées à quelqu'un d'autre ou tout simplement enlevées de votre emploi du temps. Apprenez à reconnaître vos propres limites personnelles. Le deuxième P est pour planifier. Espacez vos activités. Utilisez un horaire hebdomadaire. Essayez d'alterner les activités faciles avec ceux qui sont plus difficiles et essayez de réaliser les activités qui demandent le plus d'énergie au moment de la journée où vous êtes le plus en forme. Vous pouvez aussi envisager d'utiliser des casseroles ou des poêlons un peu plus légers pour cuisiner et également préparer une plus grande quantité de nourriture et d'en congeler pour une autre journée. Ça va vous éviter d'avoir à cuisiner aussi souvent et de nettoyer après. Le troisième P est pour pause. Essayez de séparer certaines tâches difficiles en plus petites tâches ou encore en prenant des pauses régulièrement. Apprenez à anticiper votre fatigue et à vous reposer avant d'être trop fatigué. Finalement, le dernier P est pour position.
Si vous vous asseyez pour effectuer une tâche, vous utilisez 25 moins d'énergie que d'être debout. Il existe aussi des équipements tels que des déambulateurs, aussi appelés marchettes, pour vous aider avec votre équilibre et économiser de l'énergie, qui vont vous permettre aussi d'aller un peu plus loin et de devenir plus fort. Il y a les chaises de douche, les pinces et les chausse-pieds avec un long manche qui peut également vous aider à conserver de l'énergie et qui vont vous éviter à vous pencher de façon inutilement. Visez un bon équilibre entre repos et activité. Certaines personnes trouvent qu'elles peuvent en faire un peu plus en se reposant 1 heure par jour. Cela peut être une sieste ou simplement un moment de détente. Considérez ça comme un temps de rattrapage pour votre cœur. Cependant, il est important de limiter vos siestes à 1 heure afin de ne pas affecter votre sommeil la nuit. Vous pouvez aussi vous apercevoir que vous aurez besoin d'un peu plus de repos pendant des périodes de stress ou même de maladie. Pour résumer, la marche est l'un des meilleurs exercices que vous puissiez faire pour améliorer votre santé. Vous devriez augmenter progressivement la durée de votre exercice avant d'augmenter l'intensité. Visez 20 minutes à 30 minutes par jour pour obtenir les meilleurs résultats. Bien entendu, écoutez votre corps. Utilisez le test de la conversation et respectez l'outil à code de couleur. Utilisez ces stratégies de conservation d'énergie afin de pouvoir en faire plus dans votre journée. Merci.